Bonjour à tous. On n'est pas encore au complet, mais ça va nous rejoindre progressivement. On a eu beaucoup d'inscriptions pour ce webinaire et merci d'y avoir répondu. Et merci à à nos deux intervenants d'aujourd'hui. On a effectivement, après presque 3 ans à travailler sur l'authentification forte de la DSP2. On en oublie parfois un petit peu que la DSP2, c'est aussi l'ouverture des banques à des acteurs innovants, nouveaux, des prestations et des services qui permettent des tas de choses. Et du coup, devant cette profusion d'acteurs, il n'est pas toujours facile pour des commerçants de faire les bons choix, de comprendre ce qui fonctionne, ce qui convient à leur marché, à leur parcours. D'où l'émergence effectivement de nouvelles solutions, ce qu'on appelle les plateformes d'orchestration de paiement. Un sujet éminemment actuel, alors qui concerne principalement quand même aujourd'hui encore les grands comptes, hein, on en reparlera, quelle est la taille, qui peut prétendre à ces solutions. Et pour en parler, je vais à ma gauche vous présenter donc Jacques Arthur Clabé de chez Galit, pardon, et puis Bilal, bien connu de toute la communauté paiement, qui a lancé ce service Norbert d'orchestration de paiement. Et donc ils vont tous les deux nous présenter de quoi ils retournent, ce qu'on peut faire avec, quelles sont les contraintes, les opportunités de ces solutions. On a l'habitude effectivement de garder un petit temps de questions-réponses à la fin, mais vous pouvez intervenir à tout moment en levant la main ou par le chat, hein. C'est souvent plus dynamique et plus rythmé quand on pose des questions au fur et à mesure du webinaire. Voilà. J'ajoute que ce webinaire est fait en collaboration avec Mercatel et la FEVAD. Jean-Michel Chanavas nous rejoindra peut-être d'ici la fin de ce webinaire. Il avait une autre réunion, mais Charlotte est là pour représenter dignement Mercatel. Voilà, sans plus tarder, je vais vous laisser la parole, messieurs. Je ne sais pas qui commence, et à vous la main. Écoutez, merci beaucoup donc, à la FEVAD et à Mercatel pour cette belle opportunité d'échanger, et merci aussi Bilal pour cette collaboration et cet échange. Un plaisir. Donc, je te propose peut-être de me présenter brièvement et puis je te passerai la main pour que tu te présentes également. Donc, je suis donc Jacques Arthur Clabé, consultant donc chez Galit, où j'accompagne entre autres différents acteurs dans la définition de leur stratégie de paiement liée au PSP notamment et à l'omnicanalité. Et donc, Bilal El Kouch, ça fait 20 ans que je suis dans le monde du paiement et j'ai le plaisir d'avoir cofondé Norbert avec certains de mes associés et donc je m'occupe de la communauté chez Norbert, c'est-à-dire à la fois les marchands et aussi les partenaires, parce qu'on est un orchestrateur un peu différent des autres. Très bien. Ce que je vous propose, c'est de voir un petit peu le plan et l'ordre du jour de ce webinaire. On commencera par une brève présentation donc de Norbert et de Galit. On se plongera un petit peu dans l'historique, dans l'histoire des PSP et le besoin qu'elle apporte en matière d'orchestration des paiements. On verra rapidement les revues des enjeux commerçants, une revue aussi des enjeux des PSP, et un focus sur les enjeux de ces commerçants et de ces PSP, notamment dans l'accompagnement, je dirais, d'une stratégie à l'international. Enfin, on se concentrera également sur quelle est la valeur ajoutée in fine des plateformes d'orchestration des paiements, quel est leur modèle opérationnel, et on verra de manière un petit peu plus concrète différentes illustrations et cas d'usage des propositions de valeur qu'on aura évoquées, pour finir enfin sur une vision assez business de ce que ça coûte en fait d'intégrer une plateforme d'orchestration des paiements et qu'est-ce que ça représente en termes de projet. Je note l'acronyme POP, je trouve ça bien. Exactement. Oui. Les pattes, les POP. Du coup, je te propose de commencer, Bilal, par présenter Norbert. Alors Norbert, c'est une plateforme d'orchestration, mais c'est surtout une marketplace en fait. On est une marketplace de services de paiement. Notre but, c'est de permettre aux marchands
via une seule intégration, de pouvoir gérer toute sa stack de paiement. Ça peut être donc le paiement, bien sûr, mais ça peut être aussi l'authentification forte, gérer la lutte contre la fraude. En fait, pouvoir, avec une seule intégration, gérer jusqu'à la réconciliation bancaire, donc vraiment toute sa stack de paiement avec un seul partenaire. Donc, on est une société assez récente, on est une quinzaine à peu près, enfin, on est 17 exactement même. On est tous des vétérans du paiement. Il n'y a personne dans l'équipe qui a moins de 7-8 ans d'expérience dans le paiement. Très bien. Et donc, Galit, en fait, est une société qui, sans surprise, propose des conseils et des services dans le domaine des paiements. À travers nos activités, on aide à rendre les paiements plus efficaces et plus sûrs pour nos clients sur l'ensemble de la chaîne de valeur des paiements, donc de la stratégie des paiements, au parcours client, aux transactions et aussi à la réalisation de solutions. On a d'une part une activité conseil dont je fais partie, où on va aider nos clients à prendre les bonnes orientations stratégiques sur leur marché et où on va les accompagner dans la réalisation de leurs projets. Nos clients sont assez variés, hein. On a des commerçants, on a des fintech et on a également des banques qui nous sollicitent pour comprendre les enjeux du marché, voir comment se positionner, comment développer de nouvelles solutions et aussi anticiper et rester en avance par rapport au marché et à leur concurrence. Enfin, on propose aussi des services, des logiciels et des plateformes opérationnelles. Par exemple, on édite des logiciels de test pour sécuriser les systèmes de paiement, pour les rendre plus fiables. Et on offre également un ensemble de plateformes de cartes applicatives pour les TPE. Donc, au total, en chiffres, Galit, en fait, c'est une société qui emploie plus de 350 personnes, dont plus de 200 consultants, qui réalise un chiffre d'affaires annuel de plus de 35 millions d'euros. Et ça fait finalement 30 ans qu'on évolue et qu'on étudie les paiements. On peut déjà, juste pour cadrer un peu les présentations, il y a déjà une question qui demande si Norbert a vocation à proposer à ses clients l'acceptation des cartes titres restaurant. Donc on entre directement dans le vif du sujet, mais... Alors, il n'y a pas de... non, alors la réponse est oui. Aujourd'hui, nous, on est plutôt déployés sur des verticales comme la fashion, le luxe, la beauté. On s'attaque aussi à l'aérien et enfin, au travel en général. Mais effectivement, on est plus drivé en fait par les business cases et les marchands plutôt que. Enfin, notre map, elle est relativement agile là-dessus. Très bien. Okay. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de continuer pour voir ensemble en fait l'historique des PSP, comment en fait le marché a évolué et le besoin auquel répondent les plateformes d'orchestration. Donc en fait, on a de manière assez schématique divisé l'histoire, je dirais, du développement de l'e-commerce et des PSP en 3 parties. Donc une première partie qui va couvrir le début et le milieu du début en fait des années 2000 jusqu'à leur milieu, où on trouve finalement un marché qui est encore, je dirais, assez simple. Le commerce électronique est plutôt basique. Les rapports en fait entre le marchand et le commerçant sont des rapports simples B2C. Les clients finaux utilisent principalement un navigateur web et le se fait à un niveau essentiellement national. À droite, on a représenté la chaîne de valeur donc de l'e-commerce. On a un consommateur qui cherche uniquement à payer avec sa carte bancaire, donc les moyens de paiement sont simples. Et le commerçant contractualise principalement avec sa banque, en fait, son acquéreur, pour processer ses paiements sur son site internet, sachant que la banque s'occupe exclusivement de l'acquisition et que je dirais que ce qu'on appelle les passerelles, en fait, leur rôle sont uniquement techniques. En fait, ce sont des prestataires d'acceptation technique et s'assurent en fait finalement de couvrir le front-end commerçant pour l'acquéreur.
Ouais, c'est totalement ça. C'est que à l'époque, en fait, pour pouvoir vendre sur Internet, on n'avait pas d'autre choix que d'aller voir son banquier et limite le supplier pour qu'il veuille bien nous laisser vendre sur Internet parce que c'était jugé comme quelque chose de très risqué à l'époque. C'est l'époque où le contrat VAD a été mis en place aussi au sein des banques françaises. Et effectivement, c'était un marché en naissance, hein. C'était assez simple, mais assez compliqué aussi. Exactement. Après, on arrive donc au milieu des années 2000, jusqu'au milieu des années 2010, où là, on va constater en fait la croissance de l'e-commerce et la complexification de ce marché, l'apparition de prestataires, je dirais des PSP, tels qu'on les connaît aujourd'hui, à l'instar de Stripe et d'Adyen, avec une proposition de valeur qui va s'enrichir. En termes d'environnement, comme j'ai pu le dire, en fait, les cas d'usage se complexifient avec du paiement peer-to-peer, la relation qui lie, je dirais, le retailer et le consommateur commence à se fragmenter, à se complexifier avec du B2B2C, c'est les marketplaces. Les canaux de distribution aussi se multiplient. On a par exemple du web et du mobile. Et les paiements, et je dirais l'e-commerce d'une manière générale, s'internationalisent. Donc, le consommateur commence à payer avec une version digitale de sa carte bancaire. On voit qu'on a aujourd'hui donc dans cette période, des passerelles de paiement qui sont spécialistes de l'e-commerce, que j'ai cité Adyen et Stripe, et que la relation, et que du coup, le commerçant contractualise désormais non plus forcément avec sa banque, mais avec des PSP spécialistes. Donc on peut dire merci à la DSP1, la première directive sur le service de paiement, qui a justement permis l'émergence de ces nouveaux players et qui a permis de démocratiser finalement le paiement sur Internet. Absolument. On arrive donc à la période de mi-2010 à mi-2020, où on a ce nouveau paysage beaucoup plus complexe et beaucoup plus important en termes de quantité d'acteurs, où l'environnement comprend maintenant l'économie circulaire avec de plus en plus de places de marché et de paiement peer-to-peer. Il y a aussi l'apparition donc, de nouveaux acteurs, à l'instar des agrégateurs et des plateformes. L'omnicanalité, avant on parlait, dans les années 2000, on a parlé plutôt de multicanalité. Là, on va vraiment parler d'omnicanalité avec du commerce digital et une vraie transversalité dans les transactions POS et e-commerce. Et le commerce, c'est réellement en fait mondialisé avec énormément de transactions cross-border et des enjeux commerçants autour du paiement international. Les moyens de paiement aussi se sont complexifiés. Le consommateur aujourd'hui ne paie plus uniquement avec sa carte bancaire, il ne paie plus uniquement sur un site internet. Il peut payer directement avec son compte bancaire en utilisant son téléphone portable, par exemple. On a toujours en fait des spécialistes donc, du paiement, des PSP, mais dont la proposition de moyens de paiement s'est considérablement enrichie. Et on propose aujourd'hui, des nouveaux moyens de paiement, ce qu'on appelle les facilités de paiement, à l'instar du BNPL, du split payment, etc. Et c'est là en fait où le besoin de plateformes d'orchestration, qui n'est pas nouveau, se fait de plus en plus sentir. C'est pour gérer cette complexité et ces nouveaux enjeux, tant en termes de moyens de paiement qu'en termes d'omnicanalité et de mondialisation du commerce. On voit aussi que du coup, du fait de l'essor des marketplaces, on a une prise en charge de flux de transactions qui deviennent de plus en plus complexes avec le pay-in et le pay-out à destination à la fois de commerçants et parfois aussi d'individus. Justement, dans l'économie circulaire, où il est devenu normal d'acheter un sac à main sur vente privée pour quelques mois plus tard aller le revendre sur le Bon Coin et tout ça en fait ça génère des flux qui sont très complexes à gérer pour les marchands et ils ont besoin de spécialistes pour les accompagner là-dessus. Ouais, puis il faut rappeler l'internationalisation est importante.
avec des cultures de paiement extrêmement diverses, hein. On a beau faire l'Europe, mais c'est vrai qu'on ne paye pas de la même manière aux Pays-Bas, en France, en Allemagne et en Italie. Donc, pour les marchands qui veulent être sur ces marchés, ça devient extrêmement compliqué s'ils ne sont pas accompagnés par des acteurs locaux qui font le paiement dans les formes qui sont proposées dans le pays. Ah, tout à fait, c'est compliqué, il faut vraiment s'adapter. Le paiement, c'est vraiment quelque chose en Allemagne. Au niveau de son e-commerce, et encore plus si on va encore plus loin, si on va en Turquie, si on va en Asie, il y a des réglementations qui sont différentes, il y a des façons de payer qui sont différentes, et pour les marchands, ça devient extrêmement complexe d'être global, de devenir un marchand global. Absolument. J'ai l'impression qu'on a perdu la caméra là, peut-être. Effectivement. Elle se désactive parfois. Elle se désactive. Je ne sais pas pourquoi. Désolé pour ce problème technique. Et effectivement, je me permets de rebondir. Et puis, chaque marché également a sa propre historique en matière de paiement, avec des acquéreurs qui bénéficient de positions dominantes. Et il faut, pour optimiser ces paiements, pouvoir bien connaître l'ensemble de ces spécificités de marché. Ce n'est pas toujours évident, effectivement, lorsqu'on a un commerçant qui fait l'expérience d'une croissance très rapide avec des vrais enjeux autour de l'acceptation et de scalability. Très bien, donc voilà pour cette petite histoire schématique de l'évolution de l'e-commerce des années 2000 à nos jours. Très très bien. Évidemment, on n'a pas parlé de la DSP2, mais elle se situe dans le dernier pavé, hein, et elle fait apparaître effectivement de nouveaux acteurs. Il y avait une question qui est arrivée, en fait, qui serait plus pour toi, Bilal, qui concerne les solutions qui ne sont pas européennes, mais qui sont dominantes. Enfin, il y a une référence à Alipay. Est-ce que ce type de solution fera un jour partie de Alors, il fait déjà partie de l'offre Norbert, en fait. Aujourd'hui, en fait, on sert déjà nos clients sont principalement des acteurs français et européens, mais en fait, on les accompagne sur beaucoup de géographies. Aujourd'hui, l'un de nos clients l'accompagne sur 26 géographies, dont l'Asie, la Turquie, que j'ai cité tout à l'heure, Middle East, Nord-Africa. Enfin, on se limite plus à l'Europe. On sait qu'aujourd'hui, par exemple, les marchés qui nous intéressent le plus, c'est l'Asie, c'est l'Amérique latine. On est en train de déployer, on a déjà des partenaires disponibles sur ces géographies. Et on a déjà des clients aussi sur ces géographies. Donc Norbert suit finalement ses clients là où ils vont avec les solutions qu'ils utilisent. C'est ça. L'idée, c'est avec nos clients, c'est aller les accompagner sur les géographies, parce qu'aujourd'hui, on peut plus. Enfin, c'est un peu dur de se dire on a un partenaire qui est global. Alors, il y en a qui essayent, hein, il y en a qui existent, qui essayent, mais ils auront tous, il leur manquera un moyen de paiement dans un pays, il leur manquera une licence pour aller sur une géographie. Et donc, nous, on vient justement enlever du stress sur la roadmap qui peut être créée donc sur la roadmap des PSP, en permettant aux marchands de choisir, par exemple, un partenaire local directement. Quand il a fait son intégration, il n'a pas de nouvelle intégration à faire au niveau technique, et il peut choisir donc un nouveau partenaire le temps que son PSP historique ait ce nouveau moyen de paiement ou soit disponible sur cette géographie. Et du coup, il y avait un parallèle avec les titres restaurants de tout à l'heure, mais qui concerne les cartes cadeaux. Donc j'imagine que ça fait partie de l'agilité dont tu as... Tout à fait. Encore une fois, nous, on est drivé par le business, c'est-à-dire que aujourd'hui, des cartes cadeaux, et même les cartes cadeaux est un exemple très, très marquant, parce que la manière de gérer les cartes cadeaux en France est différente de la manière dont ça va être géré au UK et dans d'autres pays. Les business models derrière sont totalement différents. Au UK, les commissions elles sont autour de 15-20%, et c'est normal. En France, on a des commissions qui sont beaucoup plus basses. Enfin, c'est des choses qui s'analysent, et quand on y voit une opportunité, un business case, nous, enfin, on limitera jamais la créativité de nos marchands partenaires. Le tout, c'est de trouver le bon partenaire avec eux et de faire en sorte que ce soit quelque chose de gagnant pour tout le monde. Et c'est effectivement aussi vrai pour les cartes, les tickets restaurants, où là c'est du paiement fléché, et la régulation du coup, est-ce qu'on est capable de faire avec des tickets restaurants et amener à varier
d'une juridiction à l'autre, en fait. Tout à fait. Même en France, la loi change. Est-ce qu'on peut avoir cette agilité de pouvoir changer les plafonds, etc. De manière dynamique, c'est super intéressant comme question. Du coup, pour reprendre le fil de notre histoire, les plateformes d'orchestration aujourd'hui occupent une place de plus en plus prépondérante donc, dans la chaîne de valeur du paiement en ligne. Donc on voit là que je les ai représentés en fait entre les ERP qui vont faciliter, je dirais, la gestion des briques de service pour les grands retailers et les passerelles de paiement. Donc là, j'ai divisé la prise en charge de l'acceptation et de l'acquisition entre les passerelles de paiement et les acquéreurs. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, la plupart de ces acteurs endossent ce double rôle, cette double casquette. Il faut savoir aussi que finalement, ici j'ai inscrit les nouveaux acteurs dans la chaîne de valeur, mais ces acteurs, en fait, l'orchestration des paiements, en fait, c'est pas vraiment un phénomène nouveau, hein. Les plus gros marchands l'ont déjà implémenté depuis un certain temps, parce qu'ils avaient préalablement besoin de multiples PSP pour gérer leur présence à l'international. Mais c'est un modèle, donc le modèle de la gestion de l'orchestration in-house qui devient de plus en plus difficile à gérer pour les gros retailers. Pourquoi? Parce qu'on en a parlé avec la DSP2, les acteurs autour du paiement explosent, les volumes autour du paiement digital aussi sont en très forte augmentation, ce qui augmente aussi la complexité, je dirais, autour de la sécurité des données avec ces croissances dans les volumes. Évidemment, si on prend une perspective un petit peu RH, les ingénieurs en paiement sont difficiles à trouver et coûtent cher. Au-delà même de ce volume, on sent que le marché des PSP commence à saturer avec des consolidations qui s'opèrent et des fonctionnalités qui tentent à s'homogénéiser. On a des solutions de lutte contre la fraude aussi qui sont souvent qui tendent également à s'homogénéiser avec des solutions black box. Donc ici, avoir l'expertise d'une plateforme d'orchestration spécialiste a une vraie valeur ajoutée. Et puis, évidemment, il y a je dirais, la forte augmentation de toutes les solutions innovantes qui évoluent très vite, à l'instar du BNPL, des moyens de paiement alternatifs dont on a déjà parlé, et aussi de ce que j'appellerais l'international local qu'on a pu évoquer, c'est-à-dire l'importance à la fois de pouvoir rapidement couvrir des géographies importantes et pénétrer des marchés dans le cadre d'une stratégie de développement qui je dirais, confronte aussi aux différentes cultures de paiement et à la fragmentation des historiques de paiement d'un marché à l'autre. Ce que nous on appelle le multilocal. C'est ça, exactement. Pour être global, encore une fois, il faut être multilocal et s'adapter vraiment aux habitudes d'achat de ses clients. Et si des gens autour du pôle ne retrouvent pas leur logo à droite, hein, ce n'est qu'indicatif. Hein. Exactement. Il y a bien d'autres acteurs. Tout à fait. Alors, on avait commencé à compter chez Norbert, on a compté, alors rien qu'en Europe, je pense qu'on s'est arrêté à 500 PSP. Dans le monde, on a des chiffres qui oscillent entre 5000 et 6000, sachant qu'il y a des wallets qui se créent en Asie quasiment toutes les semaines, des choses que d'autres qui disparaissent, bien sûr. Mais voilà. Et c'est vrai que même si on commence à constater en fait l'apparition de vrais mastodontes en fait en termes de PSP qui vont être capables en théorie de couvrir des zones géographiques très importantes, je pense à de nombreux marchés, hein. L'Italie en est un, je pense aussi à la Roumanie par exemple, pour en citer deux, où en réalité les acteurs dominants au niveau de l'acceptation et de l'acquisition en fait sont vraiment très locaux. Et c'est important en fait de savoir ça pour optimiser les transactions. Il y a aussi des législations locales. Le Brésil, il faut que les données restent au Brésil, donc il faut avoir un partenaire brésilien en acquisition pour pouvoir, on va dire, à la fois avoir des coûts, on va dire, raisonnables, normaux, et avoir une transformation
performante. Mais enfin, voilà, il y a le Brésil, il y a le Vietnam, il y a même la Turquie, où la législation locale est assez qui avantage les acteurs globaux. Absolument. Ah, on a reperdu notre caméra. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc, il y a la presse, Après, C'est bon. c'est l'effet démo. C'est reparti. Alors, Très bien. Donc, sous l'effet de ces différentes forces que l'on vient d'évoquer, le marché donc, des plateformes d'orchestration de paiement est donc en pleine croissance. Il l'est aussi depuis un moment. Hein. On voit qu'il y a des acteurs qui sont présents depuis déjà 2012, à l'instar de Zoos, The Volt. Mais ce qui est peut-être important de retenir, hein, puisqu'on ne va peut-être pas rentrer dans le détail de chaque plateforme d'orchestration, c'est que déjà ce petit panorama en fait exclut les solutions qui a priori ont été développées par des PSP qui ne seraient pas agnostiques, parce que l'importance je dirais, de choisir une solution agnostique, c'est qu'elle va vraiment vous permettre, à l'instar de Norbert, c'est qu'elle va vraiment vous permettre d'optimiser les taux d'acceptation et les flux de paiement, et je dirais les pricing en fait sans influence d'acquéreur. Mais ce qu'on voit là, c'est que même si on a exclu donc certaines plateformes d'orchestration qui sont issues de PSP, du fait de la concentration de marché, de plus en plus de plateformes qui étaient autrefois agnostiques ont été rachetées finalement par des PSP, à l'instar de ProcessOut, de Zoos, par exemple. Pachirapay, par exemple, c'est Cdiscount. Ouais. ah oui. Alors, je vous propose maintenant une petite slide qui nous permet de conceptualiser un peu tous les différents enjeux que pourraient avoir les commerçants dans leur approche vis-à-vis des PSP. Alors, on a divisé donc ces enjeux au travers de plusieurs verticales dynamiques. Donc, on a par exemple en termes de force qui seraient susceptibles d'influencer les choix des commerçants, leur stratégie, leur catégorie, leur typologie de commerçants. Typiquement, un commerçant qui est brick and mortar, donc qui va couvrir à la fois le canal POS et e-commerce, aura des enjeux forts d'omnicanalité et aura tendance à avoir hérité donc, de son activité POS historique d'un acquéreur et d'un prestataire d'acceptation technique, voire d'un PSP. Ouais, et aussi donc, des systèmes legacy, ouais. Ouais, les systèmes legacy qui font aujourd'hui l'omnicanalité, elle est compliquée quand on commence à vouloir être multi POS, multi PSP, on va dire. C'est quelque chose qui est techniquement, on va dire, est très compliqué. Et aujourd'hui, on sent qu'il y a encore un peu de réticence dans les solutions POS à avoir un standard un petit peu ouvert pour permettre de l'omnicanalité. Mais c'est des choses sur lesquelles on travaille chez Norbert et qu'on essaye de casser un peu ces habitudes et permettre justement d'avoir plusieurs fournisseurs de terminaux de paiement chez un brick and mortar, plusieurs solutions de PSP et essayer d'aller sur des cinématiques un peu cross PSP, cross canalité. C'est vrai que c'est souvent des acteurs qui ont aussi fortement investi dans ces systèmes et je pense qu'il faut aussi voir les plateformes d'orchestration et cette démarche aussi comme une démarche de rationalisation aussi hein, et de consolidation du SI. Et donc, on a aussi donc, des pure players hein, qui, eux, seront beaucoup moins évidemment réticents à aller vers des PSP et des solutions plus spécialistes. On a aussi l'empreinte, évidemment, elle peut être nationale où le besoin en moyens de paiement locaux est très fort, et l'international où, pour le coup, ces acteurs seront beaucoup plus enclins à travailler avec beaucoup de PSP pour gérer quelque part aussi
le multilocal. On a la typologie de clientèle, elle peut être domestique ou alors internationale. Encore une fois, ça va avoir une influence sur les catalogues sur la taille du catalogue de moyens de paiement proposés. On a les business models, il peut être B2C ou marketplace, où là, par exemple, un retailer qui a un modèle de type e-commerce exclusivement B2C aura pas des besoins en gestion de flux de paiement qui sont très complexes. Inversement, une marketplace devra prendre en charge des flux de paiement complexes. Et même au-delà de ça, c'est que maintenant, on a par exemple comme chez Banque Privée où il y a Recycle ou Return qui sont des programmes qui permettent par exemple quand on achète un jean, on se rend compte que le jean est pas à notre taille ou que la couleur ne convient pas, au lieu de le renvoyer chez Banque Privée par exemple, il est possible de le remettre à disposition d'autres membres de vente privée, et donc ça fait une vente en fait du C2C. Donc, on est parti d'une transaction B2C qui s'est transformée en transaction C2C derrière. Donc, on a vraiment la dissipation en fait de ces business models. C'est qu'aujourd'hui, voilà, tout ce qui compte, c'est que on a ce qu'on veut finalement. Ouais, c'est la multiplication des endpoints. C'est ça. Il y a B2B aussi qui a des moyens de paiement très particuliers, forcément. Des fois des problèmes de montant, donc est-ce que la carte bancaire est adaptée quand on a payé une facture de 15 000 €, des choses comme ça. Donc ouais. Et ça aussi, le B2B se transforme. Il y a pas, les acteurs B2B sont souvent aussi B2C, et les acteurs B2C vont parfois sur le B2B. Donc tous les cas de figure sont là. Il y a un éclatement effectivement des business models. Je termine, donc il y a aussi quelques autres facteurs, à l'instar de la croissance, on l'a vu, un acteur, un retailer qui aurait une position sur le marché plus mature aura tendance à privilégier probablement des solutions qui vont lui permettre d'optimiser la performance de ses paiements et de réduire ses coûts. À l'inversement, une start-up en pleine expansion aura probablement des enjeux qui tourneront davantage autour de l'expansion de l'acceptation à l'international. On a aussi des enjeux en termes d'organisation. Un retailer qui sera centralisé, en fait, pourra éventuellement se contenter donc d'un fournisseur de services de paiement unique, alors qu'inversement, une organisation décentralisée aura des sites web multiples à gérer, des entités multiples à gérer, avec probablement plusieurs PSP à prendre en compte. Et enfin, on a aussi la valeur du panier qui peut éventuellement jouer tant au niveau de la fraude. Par exemple, lorsque le panier est moins, on peut imaginer que les enjeux de fraude sont peut-être moins importants que, inversement, pour des retailers qui ont des paniers à très forte valeur, où là, la fraude les enjeux de fraude sont plus importants et ils sont aussi davantage cibles de fraude. Ouais, donc la recherche de solutions de chargeback guarantee ou des choses comme ça chez marchands qui ont des paniers à forte valeur. Ouais. Pour résumer un petit peu tous ces enjeux commerçants, nous, on les a divisés en fait en 5 paniers: les paiements, le temps, la fraude, la conformité et les coûts. Et en fait, les plateformes d'orchestration vont venir assister et accompagner les commerçants et les retailers avec des solutions autour de ces 5 grands enjeux. Ils vont d'une part faciliter l'accès et la disponibilité aux écosystèmes de paiement, tu l'as dit dans la présentation de Norbert, en étant véritablement une plateforme en fait pour les PSP de distribution, où les commerçants vont pouvoir et les retailers vont pouvoir benchmarker les PSP, faciliter l'intégration et rendre leur choix de prestataires beaucoup plus flexible et beaucoup plus agile. Elles vont aussi venir centraliser les données de paiement, les réconcilier. Et évidemment, l'enjeu de pouvoir bien optimiser son portefeuille de PSP, c'est aussi d'avoir des solutions de paiement plus résilientes avec des backups. Oui, on n'en avait pas parlé, mais c'est vrai que la mise en place de la DSP2, par exemple, a montré, ça s'est largement résolu, mais que c'était pas si simple parfois techniquement, que ce soit au côté acquéreur ou au côté émetteur. Les solutions étaient nouvelles, les solutions avaient quelques bugs encore.
Même chose sur la détection de la fraude, et qu'il est important d'avoir de la résilience dans toutes ces solutions qu'on met en place pour poursuivre l'activité. Sinon, c'est un paiement qui n'est pas possible, c'est l'activité qui s'arrête. Ouais. Donc, c'est quand même un peu embêtant. Au niveau de l'optimisation du temps également, évidemment, les plateformes d'orchestration vont venir s'inscrire et faciliter la roadmap des commerçants, la roadmap technique, avec des time to market qui vont être beaucoup plus rapides et elles vont aussi venir, je dirais, lâcher la pression, un petit peu la charge sur les équipes paiement des gros retailers en proposant des solutions automatisées. Hein. Là, ça rejoint un petit peu la partie coût. Dans le time to market, il y a aussi des choses comme ça qui sont intéressantes. C'est le ROI quand on veut déployer une nouvelle solution de paiement. Aujourd'hui, quand un retailer veut changer de PSP, aller sur un autre PSP, déployer un nouveau moyen de paiement dans une nouvelle géographie, c'était une roadmap de plusieurs mois, sans compter la réconciliation bancaire qui peut être elle aussi coûter plusieurs semaines, voire plusieurs mois aux marchands. Et le problème derrière, c'est quand on se retrouve avec un moyen de paiement qui ne performe pas ou un nouveau PSP qui ne performe pas, souvent c'est dur de revenir en arrière. Et finalement, on vient aussi, avec les plateformes d'orchestration, donner ce droit à l'erreur, où un marchand peut très rapidement venir tester un nouveau moyen de paiement, tester un nouveau PSP, mettre 1, 2, 3%, 5%, 10% de son flux dessus. Il performe, il le garde, il ne performe pas, il peut passer à autre chose. Et ça lui a coûté finalement très peu de temps au niveau charge chez lui. Ouais, c'est l'avantage de l'intégration rapide et unique, effectivement. Ouais. Elle va donc et pour continuer donc sur cette lancée, au niveau de la fraude également, les plateformes d'orchestration ont une vraie valeur ajoutée. Hein, donc là, on est sur des types de fraude, principalement, je dirais, les fraudes à la transaction et les fraudes au cashback, à la rétrofacturation. Et au-delà de ça, quand les plateformes d'orchestration viennent aussi aujourd'hui, il y a pas mal de PSP qui ont des solutions internes de lutte contre la fraude, mais quand on commence à être multi-PSP, il faut s'assurer d'avoir configuré de la même manière chez le PSPA que chez le PSPB, ou sinon, avec la plateforme d'orchestration, on a un fournisseur de lutte contre la fraude qui, lui, va pouvoir agréger, en gros, être le centre unique où on va pouvoir gérer ses règles. Ces règles vont s'appliquer chez chacun des PSP, chacun des moyens de paiement qui auront été intégrés. Et au-delà de ça, même en fonction des géographies, il y a, par exemple, on va pouvoir avoir une solution de lutte contre la fraude plutôt qui va être très performante sur l'Europe, voire les États-Unis, l'Amérique du Nord, mais qui sera peut-être moins bonne sur l'Asie ou l'Amérique du Sud. Et là, en fait, ça permet d'avoir des prestataires différents en fonction des géographies, mais toujours au travers d'une seule intégration. Et ce point-là, il est super important, effectivement. Nous, chez Galit, on l'a observé plusieurs fois en mission, en fait. Les plateformes d'orchestration, à mon avis, ont une vraie valeur ajoutée pour les retailers avec une présence internationale au niveau de la fraude. Ce qu'on se rend compte, en fait, c'est qu'on peut optimiser les règles de fraude et les processus liés à la fraude sur un PSP dans une géographie, par exemple en Angleterre. Et on voit que les fraudeurs, en fait, s'adaptent finalement pour ceux qui ont un storefront international et vont derrière attaquer une autre géographie où on n'aura pas forcément optimisé les profils de fraude de la même manière. Et le fait que les plateformes d'orchestration permettent une vision globale et d'homogénéiser les règles sur l'ensemble des géographies a, à mon avis, une très forte valeur ajoutée à cet égard. Alors, on est d'accord, c'est les règles qui sont partagées. Ouais. Ça, pas les données. Hein. Non, la mutualisation, mais ça serait le Graal. La mutualisation des données de paiement qui passent par vos plateformes serait évidemment un moyen de lutter contre la fraude hyper efficace. Tout à fait. Mais la réglementation CNIL, voire le livre blanc récent, je vous invite à le consulter. Et même au-delà de ça, aujourd'hui, par exemple, Norbert n'a pas vocation à être concurrent des partenaires. On n'a pas vocation à être concurrent de CyberSource ou d'autres. Donc, ce sont des partenaires. Donc, on n'ira pas développer des outils concurrents eux, mais on va pouvoir justement les mettre en avant sur justement un des trucs dont on parlait tout à l'heure, c'est que l'offre est tellement vaste aujourd'hui que les marchands ont ce problème de visibilité sur les USPs, j'arrive pas trouvé ça en français.
Les axes de valeur clés. Voilà, les axes de valeur clés de chacun des PSP ou de chacune des solutions de lutte contre la fraude, etc. Nous, on peut les accompagner en disant, bah voilà, de ce qu'on voit, celui-là est plus performant sur telle géographie que sur tel autre, ou tel autre, lui, sera plus utile sur cette géographie qu'une autre. Et puis, oui, par la consolidation aussi des rapports et des dashboards, c'est plus utile aussi pour avoir la vision, c'est très pratique pour avoir la vision globale. Et vous aidez aussi, j'imagine, à conseiller vos clients aussi sur la dimension conformité, hein, on en a déjà parlé, la réglementation et celle qu'elle est en Europe avec la DSP2, RTL et les Regulatory Technical Guidelines, RTS, la RGPD, elle est aussi, on a tout leur équivalent, tu l'as mentionné, au Brésil, on a leur équivalent aux États-Unis, et ça, c'est quand même un environnement complexe à naviguer. Tout à fait, même, il y a même des règles spécifiques à la Californie, d'autres géographies. Donc, c'est ça. Donc voilà. Nous, on en parlera peut-être plus tard, mais j'imagine que donc, la plateforme définit un certain nombre de règles pour aller sur des routes. Hein, tout à fait. Et il y a une des règles de conformité qui est le choix de la marque. Peut-être. Ça, c'est by design. On l'a même implémenté dans d'autres géographies que la France. Par exemple, en Turquie. On peut rappeler rapidement ce qu'est le choix de la marque pour les. Oui, rappelle-nous. C'était la possibilité en fait de laisser au client final, au moment où il va donc saisir son moyen de paiement, bien sûr, dans le cas des cartes qui sont co-brandées, des cartes qui seraient Visa Only, Mastercard Only, bah, ça a moins de sens, mais des cartes qui seraient co-brandées Visa, CB Mastercard ou CB Visa, de laisser, bien sûr, le marchand peut prépositionner une marque de préférence, mais laisser la possibilité à l'acheteur de choisir son scheme, sur lequel lui il va préférer router que la transaction soit gérée. Bien sûr, derrière, ça peut impliquer des règles au niveau des assurances qui peuvent être différentes, des choses comme ça. Bon, aujourd'hui, les clients finaux ne sont pas vraiment informés de ce que ça implique, oui, mais c'est le problème. Pour des questions de parcours, en fait, on ne va pas se mentir, mais. Mais tout à fait. Mais derrière, ça a aussi une grosse implication sur les fees que va payer le marchand. Ouais. En choisissant une route plus qu'une autre, généralement, il y a des différences de prix qui est assez conséquente et qui peuvent aider le marchand justement à mieux négocier ses tarifs. C'est ça, mais la plateforme d'orchestration permettra effectivement d'arbitrer entre une transformation meilleure, peut-être mais des fees plus importants dans un certain contexte, et inversement, des fees plus bas, mais une transformation moins bonne dans certains cas, non? Alors, en premier lieu, c'est au commerçant de choisir. C'est au commerçant de choisir sa marque, oui, de toute façon. Si véritablement le client veut choisir, dans ce cas-là, il faut que ce choix il soit respecté. Tout à fait. Après, il n'y a que des cas qui sont acceptés à la marge, qui sont les cas de fallback. Il y a des cas où si, par exemple, on veut faire un 3D Secure et que on a choisi la marque A et que le directory server de la marque A est tombé, on peut éventuellement bypasser ce choix et passer sur la marque B, mais c'est vraiment des cas à la marge. Nous, ce qu'on va faire, c'est essayer toujours de respecter le choix initial du client. Du commerçant d'abord. S'il n'a pas été changé. Oui, du commerçant d'abord. Hein. Et ensuite du client. Une question pour toi, Bilal, qui concerne les KPI. Tu l'as peut-être vu, mais oui. Sur quelles data sont basées vos KPI performance permettant de valoriser l'apport d'un PAT par rapport à un autre? Alors, nous, en fait, on s'est rendu compte que les PAT, les PSP n'avaient pas tous le même mode de calcul. Donc, nous, on a remis ça à plat. Comme l'ensemble des transactions passe par nous, en fait, on repart de la manière la plus granulaire possible, on part de la transaction. Après, les KPI de performance, on les définit avec le marchand. Aujourd'hui, en fait, on fera peut-être une démo rapide tout à l'heure. En fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, 100% de la data qui passe par Norbert peut servir à créer ses propres KPI. Le marchand, en fait, n'est pas limité. En fait, on a un outil de BI interne qui est mis à disposition du marchand et il peut lui-même définir ses KPI. On peut l'aider, bien sûr, mais il peut lui-même définir ses dashboards, ses KPI, ses graphes. Toute la data que nous envoie le marchand peut être réutilisée, même la data marketing, comme les cohortes de clients, de choses comme ça, peuvent être utilisées pour suivre et grapher des KPI. Très bien.
Et donc l'ensemble de ces optimisations finalement aboutissent sur une optimisation des coûts pour le retailer, notamment au travers donc, de l'automatisation de l'ensemble de ces processus. Et justement, on en a parlé du benchmarking des différents PSP. Même de la réconciliation. Ouais. Aujourd'hui, c'est un process. La réconciliation bancaire, c'est s'assurer qu'en face de chaque paiement, il y a bien une commande, et inversement, qu'en face de chaque commande, il y a bien un paiement. Aujourd'hui, il y a des marchands qui font en gros une réconciliation globale, sans avoir le détail, etc., parce que c'est quelque chose d'extrêmement coûteux, finalement, avec une valeur ajoutée qui est très faible. Nous, notre but, c'est de simplifier toute cette partie et de l'automatiser, par exemple, quel que soit le PSP, quel que soit l'acquéreur, quel que soit l'APM, le moyen de paiement alternatif utilisé, pour que ça soit le plus indolore possible pour le marchand et le plus efficace. Très bien. On va peut-être avancer un peu. Ouais. Donc on a aussi, et c'est très important pour Norbert dans son modèle, une revue des enjeux des PSP. Alors, il y a déjà les pain points dont on a déjà parlé, la lisibilité des offres. Je disais tout à l'heure avec les USPs, aujourd'hui, tous les marchands ne savent pas quelle est la meilleure, ne connaissent pas toutes les features disponibles chez un PSP et n'ont pas forcément la connaissance chez eux pour pouvoir dire, tiens, cette feature chez tel PSP, elle pourrait être super efficace sur telle zone géographique ou sur tel pays ou tel autre. On vient aussi réduire la pression sur la roadmap. Aujourd'hui, on a beau être un marchand qui fait plusieurs milliards, quand on va demander à son partenaire, son PSP, tel moyen de paiement sur telle géographie, s'il n'y a pas un business case solide en face, généralement, faut attendre peut-être 6, 12, voire 24 mois avant d'avoir ce moyen de paiement disponible. Et ben, nous, ce qu'on permet, c'est de réduire cette pression chez nos PSP partenaires. On aura toujours un capable de gérer. Une fois que le marchand est intégré chez Norbert, le coût de l'ajout d'un nouveau partenaire devient marginal. Et que ce soit en temps ou en coût humain. Et l'idée, c'est, on a même ce qu'on appelle le checkout automatique, qui fait que demain, en fait, un marchand qui a intégré Norbert, s'il veut intégrer un nouveau moyen de paiement, un nouveau PSP, théoriquement, il n'a rien à faire. Il l'active au niveau de Norbert et automatiquement, le bouton apparaît à la prochaine transaction sur son checkout. C'est très puissant. Magnifique. Père Noël, c'est l'avantage d'avoir été marchand avant. Ouais. C'est que tu vois tous les pain points que tu as pu avoir, tu sais que les ressources, elles sont pas limitées, que ce soit chez les PSP ou même chez les marchands, les ressources sont pas limitées. Et donc, Norbert, on l'a pensé dès le début comme quelque chose d'extrêmement automatisable, parce que pareil, on est aussi une start-up. On est 17 aujourd'hui chez Norbert, mais by design, en fait, on l'a pensé pour, même si demain on gère plusieurs dizaines de milliards, plusieurs centaines de milliards d'euros de flux, ne pas avoir besoin d'être plus de 50 ou plus de 100 dans la société. Mais on aura peut-être une petite démo que tu nous avais montré. Je ne sais pas si c'est possible, mais de voir un peu la manière. Alors, avec plaisir, il faudrait juste que je regarde l'horaire, en fait, parce que... non, je vais être transparent là-dessus. C'est qu'aujourd'hui, en fait, on teste notre PRA. D'accord. Donc, tu vois, il y a beaucoup d'entités qui ont des PRA qui les testent jamais. Nous, on les teste au moins. Et aujourd'hui, on fait un test de PRA. Normalement, ça n'aurait pas impacté si vous voulez une démo. Mais bon. D'accord. Ce serait peut-être mieux pour ceux qui sont pour un échange. C'est toujours sympa d'avoir la démo. Ça marche. Du coup, on avance, comme ça on aura du temps pour la démo. Donc on a aussi prévu, toutes ces optimisations, elles sont vraiment, je dirais, mises en valeur lors de stratégies de développement international. On a pu déjà pas mal l'évoquer. Les plateformes d'orchestration, en fait, lorsqu'il s'agit du coup de prendre en compte les différentes problématiques liées à une expansion internationale, ont une valeur ajoutée qui est extrêmement valorisée pour les commerçants. Notamment, le ROI est quasi instantané pour eux. Ça, il est très tangible.
notamment donc, dans l'augmentation des taux de conversion et des taux d'acceptation. Surtout, vous allez être capable normalement d'identifier, on l'a pu le mentionner, quels sont les acquéreurs, par exemple, les plus pertinents et les PSP les plus pertinentes pour faciliter l'acceptation. Bon, après, voilà, il y a des géographies comme ça où, où un peu, enfin, il n'y a pas de scheme global en Italie, enfin, il y a plein de petits schemes quelque part, mais il y a des acquéreurs qui sont à la fois émetteurs de cartes, et quand on trouve le bon acquéreur qui émet entre 60 et 70% des cartes italiennes, et ben, on se rend compte que la performance, quand on est connecté à cet acquéreur, et ben, elle est 10, 20, 15, enfin, 10, 15, 20 points supérieure à quelqu'un qui fait du cross-border. On a aussi plus de frictionless, des choses comme ça. Donc on voit que sur les marchés, nous, ce qu'on fait, par exemple, on a du smart routing. Dans le smart routing, on va profiler les transactions et on se rend compte que certains profils de transactions marchent mieux avec certaines routes que d'autres. Donc, c'est ça la valeur ajoutée de Norbert. C'est une question, Charlotte, non Oui, s'agissant des contrats d'acceptation, qui est-ce qui s'en charge? Est-ce que c'est le commerçant qui les signe lui-même ou est-ce que c'est Norbert? Alors, Norbert n'est pas un établissement de paiement. On n'est pas établissement de paiement, on n'est pas établissement de monnaie électronique. On ne touche jamais aux flux financiers. Nous, on peut faire l'introduction vis-à-vis de nos partenaires. On a des canaux comme ça qui nous permettent de mettre en relation les marchands directement avec nos partenaires et leur faire gagner du temps dans leur contractualisation. Mais on ne va jamais s'immiscer dans la négociation commerciale entre le marchand et son acquéreur ou sa solution de lutte contre la fraude ou autre. Nous, on est une stack technique qui venons on va dire, enlever la complexité chez le marchand pour la prendre chez nous, mais on ne s'immisce pas dans cette partie-là. Elle s'ajoute en fait en sus des différentes autres stacks de services existantes. Tout à fait. On détaillera un petit peu plus tard, je pense, les business models et les contractualisations vis-à-vis des commerçants et des retailers. Pour l'heure, donc on a aussi souhaité résumer un petit peu donc toute cette valeur ajoutée que les plateformes d'orchestration peuvent apporter aux retailers en termes. Donc je pense qu'il y en a deux qui ressortent très fort, de manière très forte. C'est le gain en agilité finalement et le gain en rentabilité. De l'augmentation de conversion, de la capacité d'accompagner les retailers dans l'acquisition de nouveaux marchés, grâce aussi au renforcement de la sécurité de la gestion de la fraude pour le retailer, qui a aussi un coût. Une certification PCI DSS ou avoir une plateforme créée pour un marchand créer sa propre plateforme PCI DSS, c'est un coût de build de quelques millions d'euros et derrière un coût de run annuel de quelques centaines de milliers d'euros. Donc c'est pas anodin. Absolument. Et toutes ces optimisations en fait contribuent in fine à la croissance de l'entreprise et à l'optimisation des parcours de paiement dans tous les pays en fait et sur tous les storefronts d'un commerçant. Ici, on a souhaité aussi résumer donc l'intégralité de manière plus concrète, je dirais des briques un peu fonctionnelles, des fonctionnalités que peuvent proposer les PSP. On a plusieurs paniers. On a au niveau du paiement en front commerçant la présentation dynamique des moyens de paiement. Enfin, c'est inutile en fait finalement de proposer toute une liste de 150 moyens de paiement alors que finalement sur un marché donné 10, 5 suffisent. 10 c'est déjà beaucoup je pense. La prise en charge donc, de plusieurs méthodes de paiement, évidemment, ça c'est là une proposition très forte des PSP et des plateformes d'orchestration. La connectivité donc à de multiples points d'extrémité. Alors ça veut dire quoi? C'est la capacité qu'ont finalement les plateformes d'orchestration à organiser, à structurer à la fois au niveau des infrastructures, le raccordement à plusieurs PSP, à plusieurs solutions de type Salesforce par exemple, et aussi en front de multiples sites internet et de multiples canaux de distribution.
Et ce que j'appelle les transactions fractionnées, en fait, c'est plutôt ce qu'on peut aussi appeler, c'est un terme un peu, je dirais, qui m'est propre, mais qui, en fait, est allié à l'abstraction des paiements, c'est-à-dire la capacité que peut avoir une plateforme d'orchestration à organiser les paiements. Un commerçant peut avoir, par exemple, un panier d'une certaine valeur et la plateforme d'orchestration va être en capacité de décomposer ce panier et de proposer à l'utilisateur final, au client final, de multiples moyens de paiement. On parlait tout à l'heure des cartes cadeaux qui peuvent être éventuellement complétées également de la carte bancaire ou d'un paiement plusieurs fois. Ticket restaurant, on atteint la limite du ticket restaurant, le reste via un autre moyen de paiement, etc. Après, on trouve aussi toute la valeur ajoutée que les plateformes d'orchestration peuvent avoir dans les optimisations du SI et du back-end, avec la configuration du routage des transactions, évidemment, pour faciliter cette capacité un petit peu à offrir des outils qui vont être accessibles aux métiers pour router les transactions, donc en utilisant des logiques qui leur est propres à leur discrétion, au travers, par exemple, donc d'un dashboard. Ça veut dire que, par exemple, les utilisateurs peuvent développer des arbres décisionnels et des logiques de routage, des transactions qui vont leur être propres selon différents attributs qui vont venir définir sans besoin d'avoir des connaissances en programming ou en code. C'est l'approche no-code que tu citais tout à l'heure. On a aussi d'autres briques de l'approche no-code, c'est le routage dynamique. C'est-à-dire la capacité qu'ont avoir les plateformes d'orchestration à rerouter une transaction d'un acquéreur à un autre sans notifier le client final. Le routage au travers du machine learning également. Les plateformes d'orchestration proposent leur propre algorithme pour router des transactions sans besoin de manière intelligente, sans besoin de développement supplémentaire. On trouve aussi peut-être pas rentrer dans tout le détail du coup, parce que l'heure tourne, mais on a aussi pas mal de services autour de la gestion justement de ces transactions avec le tracking en temps réel, évidemment, le tableau de bord consolidé, ces propositions de valeur autour du BI, les alertes aussi qui sont personnalisables selon les règles qui vont être justement définies par le métier en termes de gestion des flux de paiement. On a aussi plus propre, je dirais, aux particularités du retailer, la prise en charge donc, des paiements vers des destinations multiples. Hein. Le payout, par exemple. Le payout, mais ça peut être, par exemple, quand on commence à aller sur on va dire, le travel, etc., on a par exemple, sur une même transaction, on va pouvoir payer le billet d'avion, l'hôtel et l'assurance. Et ça, finalement, en fait, ça peut faire 3 flux de trésorerie différents, parce qu'on peut être soit en mode marketplace, soit avec des cinématiques avec des token network où chacun des différents fournisseurs de services, l'airline qui va encaisser que son argent, l'hôtelier qui va encaisser que la chambre d'hôtel, Ouais. et l'assurance qui va encaisser que les fonds liés à l'assurance. Donc voilà. C'est de plus en plus complexe et cette complexité, en fait, encore une fois, le but de Norbert et des plateformes d'orchestration générale, c'est de prendre à leur charge cette complexité pour le marchand. C'est vrai que le travel, l'industrie travel, c'est un super exemple dans ce sens, hein, parce qu'on a aussi des vrais enjeux du coup d'omnicanalité sur cette verticale-là, avec les transactions qu'on peut justement, tu as cité donc l'exemple d'un booking en ligne, la première transaction effectivement se fait en ligne, mais le paiement de la chambre d'hôtel par exemple peut se faire en poste, en physique, sur place. Après, finalement, je me dis, on parlait de résilience tout à l'heure. Le fait d'avoir une plateforme qui finalement centralise un petit peu tout, est-ce que c'est pas fragiliser aussi Non, alors aujourd'hui, si tu veux, les orchestrateurs, en fait, finalement, en tout cas, je vais parler pour Norbert, je sais pas comment fonctionnent les autres, même si un peu c'était la naissance d'un autre orchestrateur il y a quelques années. Ce qui plante souvent chez les PSP, c'est la base de données. Parce que c'est des transactions financières, on va faire un lock sur la base de données, on va venir écrire la transaction, on va s'assurer que la transaction est bien finalisée, on va libérer le lock, etc. Et c'est souvent ces incidents-là, c'est souvent à ces endroits-là qu'on va avoir des incidents. Aujourd'hui, les orchestrateurs, en tout cas Norbert, finalement, on est un système de messagerie. On prend un message d'un point A qu'on envoie à un point B, on utilise une table de routage pour ça,
mais notre table de routage, on vient la rafraîchir. Mais si elle n'est pas rafraîchie, c'est pas grave, elle est toujours valable. Et on va pouvoir comme ça avoir une empreinte finalement sur la transaction qui est minime. On n'a pas enfin, le lieu de vérité, de toute façon, restera le PSP final. Donc, on n'a pas, même si on n'a pas écrit quelque chose, enfin, on est en mode asynchrone, on ne va pas attendre que la base de données soit disponible pour écrire quelque chose dedans. Voilà, on a un mode de fonctionnement qui est quand même beaucoup moins vulnérable que les PSP ou autres. Et finalement, on ne sera pas plus vulnérable que le site même du marchand. Beaucoup moins. Et plus globalement, les infrastructures SI aussi, il faut quand même souligner que une solution comme Norbert se base sur un stack technique qui est beaucoup plus moderne, par exemple, qu'une solution qui serait susceptible d'être développée in-house par un marchand historique. Aujourd'hui, nous, pour expliquer ce qu'on fait, on est sur GCP, donc c'est l'hyperscaler de Google. On va utiliser des cloud functions, des choses comme ça qui font que il n'y a pas de sur le data center A, c'est fini, le data center B, c'est totalement transparent pour le marchand. D'accord. Et je vois que vous gérez aussi les tokens, là. Il y a NT et NTR. Alors, nous, on va on attaque des fournisseurs de tokens. Toujours une fois, on ne sera jamais concurrent de nos partenaires. Par exemple, on a intégré celui de CyberSource. Mais quoi qu'il arrive, en fait, quand tu vas créer une transaction, quand tu vas devoir tokeniser une carte en tant que marchand, le vault, le coffre-fort avec les numéros, sera hébergé chez Norbert et sera, on va dire, agnostique du PSP et sera multi-PSP. Une fois que la carte est enregistrée, même si demain, dans 5 ans, on rajoute un nouveau PSP, la carte, qui n'est pas expirée entre-temps, sera valable chez ce nouveau PSP. D'accord. Très bien, on peut avancer peut-être. Il y a une question technique, mais on la réservera pour la fin, pour avancer dans la phase. Oui, du coup, je continue très brièvement sur du coup, le modèle opérationnel de l'orchestration des paiements. On retrouve toutes les thématiques un peu qu'on a pu aborder. On voit bien ici que finalement, la plateforme d'orchestration occupe un rôle central, j'ai envie de dire, dans les infrastructures de paiement du retailer, avec cette connexion unique par API qui va venir, comme une multiprise, faciliter la gestion aussi de l'intégration de l'ensemble des PSP, d'une part, à gauche, là, collecteur de paiement, mais d'autre part aussi l'ensemble donc, des fournisseurs de services à valeur ajoutée, de gestion des ERP, donc à l'instar de gestion des briques de services du retailer, à l'instar des ERP, des solutions d'analyse de données, du paiement de devises, de KYC, et puis le back-office aussi en termes de comptabilité, de facturation, de marketing digital, etc. Tout ça s'intègre en fait au niveau des plateformes d'orchestration des paiements qui peuvent non seulement gérer des paiements commerçants e-commerce, des paiements e-commerce, donc sur de multiples canaux qu'on connaît et qui tentent à se multiplier, à mesure que l'IoT se développe par exemple, mais aussi en point de vente, donc sur des solutions un petit peu plus classiques. Parmi nos partenaires, on a vraiment Zonos qui permet en fonction du pays de destination du colis, de personnaliser le taux de TVA et les frais d'expédition de manière dynamique. Ah oui, pratique. Et du coup, on arrive à un moment qui, je pense, est assez attendu, donc c'est l'illustration et cas d'usage, avec un retour d'expérience de Bilal. Alors, c'est pas là que je comptais faire la démo, mais on la fera après. Aujourd'hui, en gros, il y a tout un set de questions en fait qu'on voit assez récurrentes chez les marchands quand on commence à parler avec eux de leurs problématiques liées au paiement. Il y a est-ce que ma page s'affiche assez vite? Est-ce que mes workflows sont assez bons? Est-ce que à un moment j'ai une petite roue qui tourne? Est-ce que c'est suffisamment rapide? Donc nous, tout ça en fait, déjà on l'a optimisé au travers de notre stack, mais on a aussi un suivi et un alerting là-dessus. Et on monitore de manière très fine le temps passé sur chacune des étapes et quand on voit une divergence par rapport à la normale, on essaie de comprendre ce qui se passe de manière proactive. Est-ce que j'ai les bonnes méthodes de paiement? Ce qu'on disait, c'est que en fonction du pays, en fonction du montant même du panier,
on ne va pas afficher les mêmes moyens de paiement. Aujourd'hui, il y a, je crois que c'est 24% des acheteurs qui sont prêts à abandonner un panier s'ils ne trouvent pas le moyen de paiement qu'ils préfèrent. S'ils n'ont pas PayPal ou s'ils n'ont pas Apple Pay ou Google Pay, ils sont prêts à abandonner le panier. Donc nous, on permet justement d'optimiser cette phase où en fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on vient construire de manière dynamique le check-out en fonction de plein de paramètres, en fonction de la récurrence d'achat. Si on voit que le marchand, le client vient régulièrement et qui paye toujours avec la même carte, et ben, si elle est tokenisée, on va pouvoir lui présenter comme premier moyen de paiement. Si on voit que le panier dépasse les 1 000 euros et que le marchand a une solution de paiement 3 fois, 4 fois, on sait qu'aujourd'hui, la moyenne des plafonds cartes en France doit tourner autour à peu près de 1 000 euros. Ça dépend des banques. Mais on peut pousser comme ça un moyen de paiement 3 fois, 4 fois si jamais le panier le permet. Une autre des questions que se pose le marchand, c'est est-ce sécurisé? Parce que des fois, quand on est redirigé plusieurs fois avant d'arriver sur une page avec un formulaire qui n'a pas forcément le look and feel du site du marchand où les éléments de réassurance ne sont pas présents, il y a des gens qui ont même parfois l'impression d'avoir affaire à du phishing et qui ferment la fenêtre, abandonnent le panier. Que faire en cas d'incident? Oui, aujourd'hui, quand on est un marchand, on a un seul PSP. Quand le PSP tombe, malheureusement, on n'a pas d'autre solution. Donc, on vient les aider en mettant une stratégie multi-PSP, multi-acquéreur. Suivant avec la réglementation, donc on parlait justement du choix de la marque, de PCI DSS, de la DSP1, de la DSP2 pour toute la partie marketplace et autres moyens de paiement. Comment je peux mettre ça en œuvre rapidement? Donc, on les accompagne là-dessus. On essaie aussi de faire en sorte, aujourd'hui souvent, quand on a des marchands qui font à la fois de la marketplace et de la vente en propre, on a souvent des expériences de paiement qui sont différentes. Il y a des moyens de paiement qui ne sont pas disponibles en marketplace, mais qui sont disponibles en vente en propre. Donc nous, on essaie de faire en sorte que tous les moyens de paiement soient disponibles, quel que soit finalement le business derrière. Et à la fin, bien sûr, il y a les paiements qui sont refusés. Et nous, aujourd'hui, notre but, c'est d'aider les marchands à mettre en place des stratégies pour récupérer ces paniers perdus, sachant que très facilement, on peut récupérer entre 15 à 20% de ces paniers perdus de manière transparente pour le client final. D'accord. Il y a une question de Jérôme Connac, mais c'est la question que j'ai posée tout à l'heure sur la résilience de l'orchestrateur. Il y a aussi une question sur on va peut-être y venir, l'omnicanalité, des use cases d'omnicanalité, quelle est la place dans la chaîne de paiement en proximité par rapport au système de caisse, par exemple. Et puis, une question sur les payouts, les multi-payouts, quand vous n'êtes pas établissement de paiement. Alors, bien sûr, donc encore une fois, comme on n'est pas établissement de paiement, nous, en fait, on est connecté à des établissements de paiement. Et par exemple, notre API, par défaut, elle a cette notion de multi-panier, multi-vendeur et même on va dire, pour le travail, ce que je disais, c'est qu'on peut scinder le panier avec les informations du billet d'avion, les informations de l'hôtelier, les informations de l'assurance, voire même les informations de la location de voiture. On sait en fait rediriger ces flux vers chacun des partenaires. Et forcément, quand on va être comme ça dans un système marketplace, on va pouvoir donc donner la ventilation des fonds après la transaction. Mais ça dépend bien sûr de l'intégration avec les différents partenaires. Mais bien entendu, ce n'est pas nous qui allons gérer les fonds. On a des partenaires de payout qui sont spécialisés là-dedans et on intègre leur API au travers de Norbert. Et du coup, au vu de tous les cas d'usage que vous devez couvrir autour de payout, parce que chaque marketplace a son propre business model autour du payout, j'imagine que vous devez couvrir énormément de cas. Par exemple, on a observé des cas de business model où en fait le marchand est payé au pourcentage de la transaction, puis d'autres, les transactions sont groupées, certaines c'est une tarification fixe, donc il y a vraiment énormément de modalités de PF. On fait le reporting, on ne s'occupe pas de comment c'est facturé, on leur fait le reporting de comment c'est facturé, bien sûr, mais oui, effectivement, après, on va dire toute la partie gestion de la commission, etc., va souvent être fait via un back-office qui est avant Norbert. Ouais. Donc, ça va être du Miracle, ça va être de l'iceberg, ça va être du Visa Place, etc. Nous, on arrive plutôt après au moment de la gestion du paiement et après du split, en gros, l'envoi en tout cas des informations de split.
et du payout, mais on ne va pas faire la partie KYC, KYB, cantonnement des fonds, ça on la laisse. C'est vrai, mais du coup, vous intégrez aussi des solutions à la plateforme. Bien. Alors, comment on fait tout ça, bien sûr? Donc, on a une API unique. Une fois que le marchand a intégré cette API, donc il a à la fois donc, ce checkout, on va dire, dynamique qui est disponible, mais aussi donc accès à toute la partie routing et reporting. Dans le routing et reporting, il y a aussi, il peut définir, par exemple, s'il veut que cette transaction soit gérée par un serveur d'authentification, un serveur 3DS tiers, comme celui de NetCetera ou Cardinal Commerce via CyberSource. Il peut avoir plusieurs solutions de lutte contre la fraude. Il peut décider en fonction de quelle géographie, de quel pattern il va utiliser l'un ou l'autre. On va pouvoir donc créer des règles business disant, par exemple, moi j'ai tel moyen de paiement sur telle géographie, je veux que ce soit un tel qui les traite de façon prioritaire, mais sachant que si la transaction est refusée, le smart routing va pouvoir décider d'une route de fallback, de une ou deux routes de fallback pour essayer de faire passer la transaction. Bien sûr, si la transaction, en gros, le code erreur pour soi, c'est carte volée, on ne va pas s'amuser à la réessayer ailleurs. Il y a de fortes chances qu'elle reste tout le temps volée. Mais on connaît les codes erreurs, on a identifié les codes erreurs en fonction des émetteurs de cartes, etc. Récupérer de manière très, très facile, juste en réessayant la transaction via un autre acquéreur. Et on peut comme ça, que je disais tout à l'heure, récupérer 15 à 20% des transactions refusées. C'est un vrai gain. Donc là, à gauche, on a effectivement la manière dont on construit nos stratégies paiement. Tout à fait. Je ferai une démo tout à l'heure. D'accord. Avec plaisir. Du coup, on arrive à une question qui a été posée un petit peu tout à l'heure déjà sous la forme de la structure que peuvent avoir les marchands vis-à-vis des plateformes d'orchestration autour de la contractualisation. Donc en fait, on distingue, je dirais, Norbert se distingue sur le marché des plateformes d'orchestration par son business model particulier. Je vais peut-être commencer à évoquer d'abord le business model un petit peu classique des plateformes d'orchestration, qui facture en fait du coup le commerçant généralement autour d'une souscription mensuelle qui se décompose avec des frais fixes de plateforme plus des frais fixes à la transaction. Alors la modalité je dirais, de facturation de ces frais fixes à la transaction peut varier. Il y a des facturations qui sont faites par palier, des discounts par volume, donc ça peut varier d'une plateforme d'orchestration à l'autre. Mais globalement, c'est ça. Et ces coûts, en fait, vont venir en sus, en supplément des coûts que peuvent avoir le PSP, donc qui sont généralement fixes plus un pourcentage de la transaction, qui varie également d'un PSP à l'autre, et des coûts, donc évidemment, d'acquisition qu'on connaît autour du Merchant Service Charge. Et donc, effectivement, en fait, le marchand doit contractualiser, c'est trois services distincts mais complémentaires, et le marchand, en fait, va venir contractualiser avec chacun d'entre eux. Et donc nous, chez Norbert, quand on a voulu lancer notre plateforme, de l'expérience qu'on a justement venant des marchands, venant des PSP, de la relation que pouvaient avoir surtout les PSP avec les plateformes d'orchestration, souvent ils les percevaient comme, enfin ils continuent à les percevoir comme quelqu'un qui va venir en fait rajouter un coût sur la valeur d'une transaction et qui mécaniquement pousse pas mal de marchands à venir négocier justement avec le PSP une réduction de ses frais à lui pour compenser cette augmentation de coûts liée à la plateforme d'orchestration. Nous, on s'est dit que donc et finalement, ça introduisait une espèce d'animosité entre ces deux mondes. Et nous, ce qu'on a décidé, c'est d'être gratuit pour les marchands, de ne pas venir induire de coûts supplémentaires chez eux pour que justement ils n'aient pas, on va dire, la volonté d'aller renégocier les coûts des PSP et aller diminuer leur marge. Et en contrepartie, nos PSP partenaires, quand on leur ramène du nouveau business, donc des marchands, donc on leur apporte des marchands qualifiés avec des besoins qualifiés, quand un de nos partenaires donc, signe avec un de nos marchands, lui nous reverse une commission de 5% du chiffre d'affaires qu'il va pouvoir générer avec ce nouveau client. Sachant qu'aujourd'hui, chez un PSP,
l'acquisition d'un nouveau client, donc les coûts marketing, etc., tout ça, ça lui coûte entre 15 et 25% de son chiffre d'affaires. D'accord. Donc c'est là où il y a le vrai modèle marketplace. Là, voilà. C'est là le vrai modèle marketplace où donc on est un canal, on devient un canal d'acquisition pour les PSP et les partenaires. D'accord, très bien. Du coup, c'est super intéressant, c'est ultra scalable. Et j'imagine que vous devez quand même trouver des marchands avec des gros volumes. Forcément, on est dans un business où aujourd'hui notre positionnement, au début, quand on a lancé Norbert, on s'est dit notre calcul dit qu'un marchand qui ferait moins de 200 millions d'euros aurait peu d'intérêt dans l'orchestration en général. Et de toute manière, on se positionne vraiment vers du tier 1 et du grand tier 2 pour finalement atteindre des niveaux de rémunération pour payer la plateforme et payer les employés. Du coup, on a parlé coût. Ouais. Il nous reste à parler projet, du coup, timing. Est-ce que tu veux nous faire un retour d'expérience sur un projet que tu as mené et évoquer un petit peu de manière pragmatique ce que ça implique en fait finalement un projet d'intégration pour un marchand? Alors, un projet d'intégration. Avant, j'ai une petite question quand même, Eric Laverte, sur l'orchestration. Est-ce qu'elle permet de gérer les use case cancel refund sur les paiements fractionnés, multi-payout? Intègre-t-elle les journaux de transaction des partenaires pour le suivi des échecs post-transaction? Alors, je vais répondre par la deuxième partie. Est-ce qu'elle intègre les journaux de transaction? Oui. C'est la base, c'est une des bases de notre reporting et de la réconciliation. Mais après, la partie gérer les refunds et les cancels, etc., en fait, on est limité que par la capacité des partenaires. Aujourd'hui, j'ai essayé de trouver un use case, par exemple. On sait que certains PSP ne peuvent pas faire de multi-capture. En gros, on peut faire une capture qui peut être au maximum du montant autorisé, mais on ne peut pas capturer en 2 fois la transaction. Pareil pour le remboursement. Certains PSP ne savent pas faire du multi-remboursement. Donc, tout ça, en fait, ces informations, on les limitées par partenaire choisi par le marchand finalement. Et toutes les informations, en fait, on les envoie dans notre transaction. Quand on fait une transaction, on dit là, la transaction a été traitée par un tel. Attention, elle n'est remboursable qu'une seule fois. Ou elle n'est capturable qu'une seule fois. Et donc derrière, le marchand, lui, adapte ses workflows en conséquence, mais on ne peut pas aller au-delà de ce que sait faire le partenaire choisi par le marchand. Très bien. Alors, retour d'expérience. Avant l'intégration, plutôt. Retour d'expérience. Alors, nous, on possède par exemple un cartridge SFCC. Donc, Salesforce Cloud Commerce, pardon, qui est quand même utilisé par une grande partie des marchands dans les verticales qu'on adresse, c'est-à-dire le luxe, fashion, beauté. Donc, ils sont souvent sur Salesforce Cloud Commerce. Donc, on a comme ça plusieurs marchands avec qui on a intégré cette solution. Donc, on a ce cartridge qui fait que l'intégration de leur côté est, on va dire, simplifiée. Mais elle n'est pas, c'est pas un claquement de doigts. Ils doivent quand même adapter le cartridge, on va dire, au look and feel de leur site. Mais on va venir, en gros, retirer toute la partie certification PCI DSS, une grosse partie de la certification PCI DSS qui va être chez nous. On leur met à disposition aussi des SDK iOS et Android. On a certains marchands avec qui l'intégration s'est passée en quelques sprints. Donc, des sprints, c'est à peu près 3 semaines chez ces gens-là. Donc, c'est 2-3 sprints. Et d'autres où ça a été un peu plus long parce que le niveau de customisation était plus long, parce que ça venait dans un projet global de refonte du SI ou de migration. Donc, aujourd'hui, c'est dur à estimer exactement, mais ça peut être quelques jours à quelques semaines, pas plus. Du coup, on voit que c'est quand même un petit peu variable et j'imagine que le commerçant peut optimiser un peu ce temps, le retailer peut optimiser ce temps par un travail préliminaire. Je pense qu'il y a par exemple un certain recensement à faire au niveau des endpoints, différents silos de données. Je pense qu'il y a peut-être des choses aussi, un travail préparatoire à mener avant une intégration. Tout à fait. Alors, notre doc, par exemple, est public, hein, notre doc technique est public.
Aujourd'hui, on a eu affaire, par exemple, à des marchands qui avaient commencé le travail avec la DSP2 pour avoir toutes les informations disponibles pour le 3DS, pour aller optimiser le frictionless, etc. Mais ils n'avaient pas de solution de scoring. Donc, ils en ont profité pour intégrer une solution de scoring, de lutte contre la fraude, qui en plus renvoie la demande d'exemption ou pas directement sur Norbert. Donc Norbert derrière va router cette demande d'exemption. Donc tout ça, aujourd'hui, on s'intègre vraiment dans des projets qui sont complexes, mais notre estimation, c'est par rapport à une intégration classique où on va devoir intégrer à la fois un outil de lutte contre la fraude, à la fois un PSP, à la fois, on doit diviser les temps par à peu près 2 par rapport à un projet classique. Et puis on peut rentrer par briques. Hein. On peut rentrer par briques, tout à fait. Donc, Nous, c'est ce qu'on recommande. Alors, il y a des fois, mais ce qu'on recommande, c'est d'intégrer Norbert sans rien changer à ses autres partenaires. Parce que souvent, en fait, aujourd'hui, ce qui manque, c'est la capacité de piloter, enfin déjà de mesurer. Si on ne peut pas mesurer, on ne peut pas piloter. Donc aujourd'hui, il y a peu de marchands finalement qui sont équipés de solutions de centralisation de la donnée paiement. Donc nous, on vient apporter cette brique de centralisation de la donnée paiement. Et derrière, à partir du moment où le marchand peut commencer à mesurer, il peut commencer à piloter et savoir là où ça fonctionne, là où ça fonctionne moins bien, là où on peut identifier des actes d'amélioration, là où finalement il n'y a rien à faire. Je sais pas, sur certains moyens de paiement, on peut arriver à 99,9% de taux d'acceptation. Là, à part aller peut-être chercher au niveau des coûts, mais c'est difficile d'aller plus loin. Il y a une question de David là, sur effectivement les plateformes très verticales, hein, notamment dans le voyage. Il y a déjà des plateformes qui existent extrêmement verticales sur ces secteurs-là. Et c'est quoi finalement la valeur ajoutée aujourd'hui, on sent que les airlines avec qui on discute, etc. Alors, elles peuvent être européennes, Middle East, même très loin en Asie-Pacifique, etc. Elles ont tendance à vouloir, en fait, elles sont revenues de pas mal de ces plateformes qui des fois intègrent aussi le GDS. Le GDS, c'est ce qui permet en fait tout le yield management, la réservation des billets finaux. En fait, ils en reviennent parce que ils se rendent compte que elles n'ont pas forcément l'agilité dont ils ont besoin aujourd'hui. Oui, c'est des technos un peu déjà anciennes. Hein. Déjà anciennes, tout à fait. Donc, ils ont eu des incidents techniques, des choses comme ça qui font qu'aujourd'hui, ils sont beaucoup plus à l'écoute de solutions beaucoup plus agiles ou déployer un nouveau moyen de paiement, c'est quasiment claquement de doigts. Pouvoir s'adapter au marché, s'adapter beaucoup plus rapidement qu'avec des solutions, on va dire, un peu plus legacy. Je vois que l'heure tourne. Il nous reste plus beaucoup de temps. Est-ce que tu veux faire une petite démo en quelques minutes de ta solution? Je fais la démo tout de suite. Jean-Michel nous a rejoint dans le même temps. Tout le monde le voit là. Par ailleurs, j'en profite pour donner nos informations de contact si vous avez des questions supplémentaires suite à ce webinaire. Voilà, n'hésitez pas à les prendre et à revenir vers nous. On partagera bien évidemment la presse et le replay de ce webinaire pour ceux qui n'ont pas pu être présents, mais on était une petite centaine, je pense. Est-ce que tu veux... Il y a des questions éventuellement oralement, là, vous pouvez partager. Si vous avez des expériences également à nous n'hésitez pas, partager, n'hésitez pas, le temps que Bilal lance j'ai un petit pop-up de sécurité. La présentation. Moi, je pense à, comment ça s'appelait, Jérôme, tu es encore là, Jérôme Canac vous aviez fait à l'époque. Ouais, je suis là. Ouais. Le nom m'échappe. Permettait d'agréger d'autres types de paiements, chez Limonetic. Ouais, Limonetic, pardon. Voilà. Oui, ça n'existe plus, ça a été racheté, c'est pour ça. Oui, je sais, mais ça correspondait déjà, c'était un peu en avance sur quelque part. Tu sais, je m'intéresse beaucoup aux orchestrateurs de paiement et je parle beaucoup avec mes anciens associés. On n'était pas du tout bon en time to market, mais c'est vrai qu'on avait toutes ces notions-là un peu trop tôt, parce que c'était début 2010. Comme l'a dit tout à l'heure Jacques Arthur, voilà, le time to market, c'est maintenant, c'était pas il y a 10 ans. C'est ça, c'est surtout que les gens sont plus disposés ont plus pris conscience en fait de ces problématiques qu'il y a 10 ans. Ouais. Oui, et puis la complexité le justifie aujourd'hui, peut-être elle ne le justifiait pas il y a 10 ans. Aujourd'hui, c'est vraiment, il y a telle offre, une telle multiplicité de l'offre, et puis l'international par-dessus le marché. Oui, c'est surtout l'international, en effet, qui déclenche tous ces besoins. Ouais. Il faut peut-être. Alors, faut me passer en
Bilal. Hop, hop, hop. Oh non, je partage plus. C'est bon. Donc, vous avez accès à mon écran. Ouais. Aujourd'hui, on peut soit se connecter donc, à un user password chez Norbert, ou on peut utiliser du single sign-on, utiliser en tout cas, en gros, son compte entreprise, ce qui fait que ça simplifie un peu les choses, c'est-à-dire que le jour où quelqu'un quitte l'entreprise, son compte est automatiquement désactivé. Quand on se connecte, en fait, en fonction du profil, on a accès à plus ou moins de fonctionnalités je vais y arriver, de modules, pardon. Donc, par exemple, il y a le module dashboard. Donc, le module dashboard, c'est un module, en gros, de BI. On va définir, le marchand peut définir lui-même ces différents KPI. Là, en gros, ce sont des widgets que nous avons créés. On pense que ces widgets peuvent convenir à 80-90% des marchands, mais l'idée, c'est de leur permettre, en fait, de les modifier s'ils en ont besoin. Là, aujourd'hui, par exemple, on a le Payment Distribution, qui est, en gros, ça nous permet de voir, en fait, quels sont les PSP qui ont traité les flux, le poids de chacun, et derrière, les différents moyens de paiement. Mais comme l'ensemble de ces différents graphes, ces différents KPI, en fait, il faut venir le modifier. Si, en fait, je préfère voir d'abord mes payment methods et après mes payment partners, je fais juste du drag and drop, et ça va recalculer, en fait, le graphe. Et donc là, j'ai d'abord mes payment methods et après le poids de chacun des PSP derrière chacune des payment methods. Donc comme l'ensemble des KPI, on peut les redéfinir. 100% de la data qui est envoyée chez Norbert peut être réutilisée pour créer ces KPI et on peut avoir plusieurs dashboards. On peut avoir un dashboard par défaut, mais un dashboard plutôt orienté lutte contre la fraude, etc. Et l'idée, c'est de permettre à chacun, en gros, de ne plus avoir à faire des extracts dans PowerPoint, mais juste à se connecter à Norbert et en fonction de avec qui on discute, de pouvoir avoir le dashboard qui lui conviendra le mieux. Et donc, vous le disiez tout à l'heure, on peut créer ces graphes à la volée. Par exemple, je veux voir, on va dire, ma distribution de moyens de paiement, ma distribution journalière de moyens de paiement. Donc, je crée mon tableau, enfin mon graphe, je lui donne la taille que j'ai besoin de lui donner, enfin bref. Et derrière, en fait, j'ai j'ai plus de 70 dimensions et indicateurs que je peux réutiliser. Comme c'est une distribution journalière, donc je vais chercher ma date de création. Je vais mettre en premier ma date de création. Et comme je veux ma distribution par date et moyen de paiement, bah, voilà. J'utilise creation date, payment method. Et là, j'ai ma distribution journalière de mes payment methods. Pas mal. Donc, c'est un outil de BI qui est, on va dire, gratuit et offert au marché. Bien sûr, l'ensemble de ces graphes, l'ensemble de ces KPI, en fait, on peut zoomer à l'intérieur. On peut, par exemple, zoomer sur une payment method. Je vais voir, par exemple, que mes transactions Visa. Je définis mon filtre à Visa et voilà. Donc là, j'ai un zoom que sur mes transactions Visa. Bien sûr, une fois que j'ai créé ces filtres, je peux aller dans la vue Order. La vue Order, chez Norbert, en fait, on a une vue panier. Et en fait, dans un panier, on peut avoir plusieurs transactions. On peut avoir des sous-transactions, on peut par exemple relancer un abandon de panier par email, par SMS et avoir toujours ce même order ID qui permettra de voir si on a dû router la transaction au travers de plusieurs acquéreurs ou si le client au final a changé de moyen de paiement pour payer son panier. Et ça, c'est des informations qui peuvent être très intéressantes pour savoir ce qui s'est passé. On peut bien sûr zoomer dans le détail de la transaction. On a le cycle de vie de la transaction, quand on est remboursé, etc. On a les informations du provider, on a les codes retour des providers, etc. Que nous, en fait, derrière, on va venir traduire dans un seul alphabet, finalement, pour que les différents codes de chacun, en fait, correspondent à la même chose pour le marchand. On a aussi une gestion des données personnelles. Par exemple, le compte que j'utilise aujourd'hui n'a pas accès aux données personnelles. Donc, tout ce qui va être nom, prénom, adresse, etc., va être, on va dire, masqué
pour mon user. Mais si j'avais un user qui faisait partie de l'équipe de lutte contre la fraude, ces informations peuvent faire du sens et là, lui, il y aurait accès. Donc, je ne sais plus qui m'a demandé si on pouvait rembourser. Donc, on peut rembourser ou on peut capturer, rembourser, etc. depuis le back-office, si on a les droits, bien sûr, de le faire. Mais nous, on privilégie quand même l'utilisation des API, donc souvent gérées par les OMS, donc les Ordering Management System, donc tout ce qui va gérer justement les commandes, les stocks. On préfère que ce soit piloté par ça plutôt que piloté directement depuis le back-office, mais la possibilité existe. Donc il y a aussi les API notification, les reporting, bon ça c'est pas vraiment intéressant. Teams, ça permet de créer les rôles, etc. Pas non plus intéressant. Mais je pense ce qui va intéresser les gens, c'est plutôt la partie, on va dire, routing matrix, qui permet donc de définir des rôles. Bon, je peux donc venir définir des rôles, soit par des rules, pardon, des règles, soit par pays, soit par moyen de paiement, etc. Et je peux facilement en fait venir modifier ma table de routage en créant des règles business, sachant que par défaut, si je n'ai aucune règle business, c'est le smart routing qui va décider. Mais si derrière j'ai des règles business définies, c'est elle qui passe prioritaire. Donc je passe en mode édition. Je vais créer une règle par exemple sur les payment méthodes. On parlait tout à l'heure du choix de la marque. On va pouvoir créer des règles justement basées sur le choix de la marque en disant carte bancaire, je vais créer une règle et derrière pour Visa et Mastercard, je vais créer une autre règle. Donc là d'un côté j'ai une payment méthode, de l'autre côté j'ai deux payment méthodes et donc je peux dire mes cartes CB, je vais les envoyer chez BNPP, alors que mes cartes Visa et Mastercard, je vais les envoyer chez Checkout. Et là, à partir du moment où j'appuie sur Apply, la table de routage est recalculée en live et elle est poussée en production. Donc ça, c'est une règle assez simple. Mais bien sûr, on sait que c'est jamais aussi simple que ça dans la vie. Et on peut avoir, par exemple, des engagements sur des montants ou des engagements sur des volumes. Donc, je peux venir rajouter un splitter, par exemple, parce que BNP m'a dit, voilà, je fais un prix canon sur les CB, sur les cartes bancaires, mais je veux 20% du flux Visa et Mastercard quand même. Donc, je viens créer avec ce splitter une nouvelle arbre de décision et j'envoie donc ces 20% chez BNP et le reste, je continue à l'envoyer chez Checkout. J'appuie sur Apply et ça me prend. Wow. Voilà. Il y avait une question que je n'avais pas vue quand même parce qu'on a parlé de l'intégration, des coûts, le principe de tarification, mais du coup, tel que tu le présentes, n'importe quel petit commerçant peut être intéressé pour y aller. Du coup, c'est vous qui faites le filtre. Non, on n'a pas de filtre. Non, c'est juste qu'aujourd'hui, en fait, encore une fois, on est 17 chez Norbert. En gros, on est sizé aujourd'hui pour traiter du tier 1, du tier 2. La vraie problématique, c'est si demain on va sur du SMB, c'est l'onboarding de ces gens-là et comment, on va dire, pour nous, encore une fois, ce qui est stratégique, c'est que le marchand ait le service le plus performant et le plus adapté à ses besoins. Aujourd'hui, on a encore ce luxe de pouvoir, en gros, choisir nos marchands avec qui on travaille. C'est vraiment un luxe. Aujourd'hui, ils ont accès à un service premium. Si demain on doit faire la même chose avec des SMBs, il va falloir qu'on recrute beaucoup de gens et des profils qui sont très peu disponibles. Et du coup, la limite aujourd'hui, elle est quel volume d'affaires, c'est un nombre de transactions ou c'est... Non, il n'y a pas vraiment de limite. Aujourd'hui, encore une fois, on a pensé Norbert comme étant vraiment hyper scalable. Ce qu'on se limite, c'est plutôt le nombre de marchands qu'on accompagne. Aujourd'hui, on estime qu'on peut accompagner une 50aine de marchands par an. On se donne cette limite. Demain, si on arrive à être 30 dans la société, peut-être qu'on pourra en faire 200 ou 250 parce qu'on aura encore plus optimisé cette partie-là. Mais aujourd'hui, le service premium qu'on offre, on préfère limiter, quitte à perdre. Il n'y a pas très longtemps, on a refusé un RFP parce qu'on a fait des choix dans notre roadmap. Et côté place de marché, du coup, pour les prestataires qui sont présents sur votre plateforme,
l'intégration est accompagnée Alors, l'intégration, on s'en occupe. En fait, on a développé ce qu'on appelle le mapper chez nous, qui fait qu'en fait, on n'a pas à redévelopper from scratch une connexion à un partenaire. En fait, on a un outil qui permet à un product owner de mapper les workflows de Norbert avec les workflows du PSP, la data de Norbert avec le dictionnaire de data du PSP. Et ça, en fait, ça va générer de manière automatique 80-90% de la connexion avec le partenaire. Donc, le développeur, derrière, il a un travail qui est réduit à sa portion congrue, on va dire la sécurité, la sécurisation des flux, etc. Et on arrive comme ça à pouvoir délivrer plusieurs intégrations par sprint. D'accord. Et il y a des témoignages partenaires, non, ils sont contents, ils sont contents s'ils veulent s'exprimer. Je pense qu'il y en a dans le. Il y en a dans le call, il y en a qui veulent témoigner. Moi, je dis rien. Aujourd'hui, tu vois, les verticales qu'on attaque, c'est des gens qui n'aiment pas forcément qu'on parle d'eux. Ouais. Donc, voilà. C'est comme ça. Eh bien, écoutez, je ne sais pas s'il y a des marchands qui veulent témoigner ou des partenaires prestataires qui sont éventuellement éligibles à la plateforme Norbert ou qui y sont déjà, n'hésitez pas. On a déjà Bonjour, je veux bien dire un petit mot. Oui. Samy Zouboul de BNP Paribas. Donc, Salut Samy. Salut. Nous, on est partenaire de, je dirais presque de la première heure du sujet Norbert. On croit beaucoup à l'orchestration de paiement et aux bénéfices pour nos clients marchands. Donc voilà, on est derrière Norbert avec beaucoup d'attention. D'accord, c'est un lourd témoignage. Merci Samy. Welcome. Écoutez, je ne sais pas s'il y a d'autres. Vous avez des choses à conclure ou à ajouter l'un et l'autre? Pour ma part, c'est bon. Simplement, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous par écrit ou. On fera le relais d'information avec Bertrand. Oui, là, vous aurez les coordonnées de Bilal et de Jacques Arthur. Vous pourrez effectivement les contacter en direct après avoir reçu la presse et le replay si vous voulez le revoir. Jean-Michel, tu voulais. Non, tout va bien? Non, tout va bien. De toute façon, on aura besoin de ce genre d'outils, hein, c'est évident. Hein. Le niveau de complexité est tellement important qu'il y a besoin de structures intermédiaires qui simplifient ça pour les marchands. Alors après, il va y avoir des gens qui développent les propres compétences en interne. Enfin, Village, c'est un bon exemple, hein, puisqu'il a tenu ce rôle, mais le niveau de complexité est tel que ça n'est pas possible pour tout le monde. Donc, mais tu as plusieurs faits, tu as plusieurs facteurs limitants pour les marchands, c'est le coût. Le coût d'une infra comme celle-là, c'est plusieurs millions d'euros de build, et après plusieurs centaines de millions d'euros, plusieurs centaines de milliers d'euros de run. Donc, est-ce que tous les marchands sont prêts à investir autant? que non. D'où l'idée aussi d'avoir cette structure qui est mutualisée finalement, et donc on mutualise les coûts entre marchands finalement. Et après, les ressources pour le faire, elles sont rares. Ouais. Je pense que tu peux nous en parler. C'est un vrai sujet. On a vu beaucoup de mercato ces derniers mois dans le domaine du paiement. Après, je pense que ce à quoi les marchands sont aussi attachés, c'est à éviter les effets boîte noire. En fait, c'est pas parce qu'ils n'ont pas toute la compétence pour tout gérer eux-mêmes, mais la capacité à intervenir plutôt qu'à s'en remettre totalement à une structure, je pense que c'est aussi une attente. Alors, ça dépend du niveau de maturité. Hein, en fait. On a cette approche anti-boîte noire. Quand on fait les règles, les différentes règles, etc., nous, en fait, on a, après quelques semaines, bien sûr, parce qu'il faut quand même un petit peu de data, on vient voir le marchand en disant, voilà, la règle numéro 1, elle couvre 5% des transactions, la règle numéro 2 en couvre 15%, la règle numéro 3 en couvre 5% aussi. Donc, il y a 80% des transactions qui n'ont été couvertes par aucune règle business, et c'est le Smart Routing qui a décidé, et voilà ce qu'il a décidé. Et on peut aussi aller challenger le marchand sur ses règles business en disant cette règle business, elle est là, mais sa performance, elle est relativement faible. Voilà ce qu'il faudrait peut-être pour l'optimiser. On a vraiment cette approche, on va dire, de co-création et d'itération avec les marchands
pour ça que le service premium et d'où le fait qu'on ne puisse pas en aborder des centaines et des centaines dès aujourd'hui. Bien, je crois que les gens commencent à nous quitter. Donc, merci David, merci à tous. Merci Bilal, merci Jacques Arthur, et puis voilà. Merci à vous pour l'organisation. Merci beaucoup. Allez, bonne fin de journée, au revoir. À bientôt. Bonne journée. À bientôt. Au revoir. Bonne journée.